Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bon, on va parler d'un sujet assez important aujourd'hui, c'est la crise de valeur dans l'écosystème crypto. Personne n'en parle, pourtant c'est un gros problème de taille et on va l'aborder dans cette vidéo. Plus globalement, cette question de la crise de valeur va répondre à deux problématiques actuelles. Pourquoi le marché ne monte pas dans son ensemble et qu'est-ce qu'on doit faire concrètement à partir de maintenant. C'est pour ça que sur la miniature, vous avez l'heure du choix, puisque c'est le moment de faire un choix et on va voir ça ensemble. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je pense que ce sujet va vous débloquer pas mal de choses vis-à-vis de la compréhension des marchés actuellement. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, pense à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore avec nous dans le Telegram gratuit, tu peux le rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Et comme je le dis à chaque fois, je partage dedans des news économiques, de l'analyse macroéconomique, des data on-chain, de l'analyse technique, bref, plein de valeurs que tu peux retrouver directement dans le Telegram et c'est totalement gratuit. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Donc, on va parler dans un premier temps de cette crise de valeur et surtout de la hausse des projets spéculatifs. C'est le petit 1 ici de mon infographie. Et donc ici, on a simplement la market cap des mêmes coins, d'accord? Donc on voit vraiment une market cap qui en l'espace de un an et demi, puisque ça a commencé à bouger à partir de septembre 2024, même si effectivement on voit que même mars 2024 ça commençait déjà à bouger, donc on est sur un peu plus d'un an, parce que ça commençait déjà à bouger même avant ça, pendant la fin d'année 2023, etc. On va dire qu'on est sur un horizon d'un an et demi, 2 ans. On a vraiment cette market cap qui a explosé, avec notamment une grosse explosion et un gros pic à partir de septembre 2024, donc c'est quand même assez récent. Et on voit que la market cap des mêmes coins a passé les 90 milliards de dollars, on a même passé les 130-140 milliards de dollars, et on n'était pas loin des 150 milliards de dollars. Donc c'est beaucoup d'argent pour des projets, comme je le dis ici, des tokens qui n'ont zéro utilité réelle, aucune innovation technologique majeure, et pourtant, effectivement, ils attirent des milliards de dollars de capitalisation. On n'était pas loin des 150 milliards juste ici. Quelques petits exemples, 500% de hausse en quelques semaines en 2023 sur le Pepecoin. C'est pour ça que je vous disais que ça n'a pas seulement démarré en 2024, mais c'était déjà le cas en 2023. Et sur Bonk, on a plus 10 000% en 2023, uniquement grâce à un effet de mode autour de l'écosystème Solana. Donc voilà, c'est quand même assez problématique de voir ce type de rendement sur des projets qui n'ont aucune valeur réelle, aucune utilité. Et c'est ce que je dis ici pour conclure. On remarque donc que la valeur perçue est de plus en plus déconnectée de la valeur fondamentale. Donc on a une valeur perçue en tant qu'utilisateur, en tant qu'investisseur, en tant que trader, qui est complètement décorrélée de la valeur fondamentale d'un actif, et donc on a des valorisations, des capitalisations délirantes sur des actifs qui n'ont aucune valeur fondamentale. Ensuite, on passe sur le petit 2 et on va parler du coup de la crise de l'adoption. Donc sur le point 1, on parlait vraiment de la survalorisation des meme coins, la hausse des projets spéculatifs, parce que ça crée effectivement un problème de crise de valeur. On ne sait plus quoi valoriser et on ne sait plus quel projet est valorisé à sa juste valeur. Et là, on va vraiment parler de la crise de l'adoption. Pour faire simple, la crise de l'adoption, ça veut dire que les projets crypto aujourd'hui sont ultra valorisés pour certains. Alors il y en a effectivement qui ont une certaine adoption et qui sont assez utiles dans l'écosystème, mais pour les projets qui sont survalorisés et qu'on va voir ensuite, c'est des projets qui ont une grosse capitalisation, qui attirent de la liquidité, qui attirent des investisseurs, et pour autant qui ont une adoption extrêmement faible. Et donc c'est des projets qui vont capter de la valeur, mais sans pour autant en créer. Donc on va parler dans un premier temps de Solana. Solana, bon, si on regarde déjà au niveau des core développeurs, donc c'est les personnes qui vont sécuriser le réseau, améliorer le réseau, maintenir le réseau, etc. Et bien ici, les core développeurs sur Solana sont en chute libre depuis 2021-2022, donc le précédent bullrun. On voit qu'on était sur à peu près 150 devs au courant de l'année 2021, fin 2021, début 2022. On est actuellement en février 2025 à seulement 2 devs actifs. D'accord? Et on voit vraiment, là, il n'y a pas besoin d'être un expert en analyse pour voir qu'on a bien une chute drastique au niveau du nombre de core dev sur Solana. Et donc c'est vachement significatif comme data, puisque ça montre vraiment qu'il n'y a pas d'objectif particulier de développer de nouvelles solutions, d'améliorer le projet Solana, de développer le réseau,
Il n'y a rien de tout ça, on est simplement dans un objectif de maintenir ce qu'il y a actuellement, essayer de combler d'éventuels bugs s'il y en a. Avec seulement 2 devs, c'est assez compliqué, mais on voit qu'on n'est pas du tout dans une dynamique de croissance ou d'évolution vis-à-vis de ce projet, ce qui est totalement différent de ce qu'on avait ici lors de 2020-2021, où effectivement on a eu une recrudescence du nombre de core dev, et là effectivement, même si c'était pas top, puisqu'on avait des fake TVL, on avait pas mal de problèmes, beaucoup de bugs sur Solana au dernier cycle, on avait quand même un objectif de croissance, une volonté de croissance, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Deuxième point, si on regarde au niveau du protocole ranking, donc l'ensemble des protocoles qui sont sur le réseau Solana, et qu'on prend simplement le top 10, en réalité il n'y a pas beaucoup de protocoles qui sont connus. Raydium, mais c'est un DEX, Jupiter à la limite, qui peut être assez connu, Jito, c'est vrai que pour certains c'est relativement connu, Orca aussi on pourrait citer, mais c'est pas des protocoles qui attirent énormément de TVL, donc de Total Value Lock, et c'est pas des protocoles qui ont le vent en poupe, comme certains protocoles sur Ethereum par exemple. On pourrait citer AAVE, on pourrait citer Uniswap, on pourrait citer CRV, là on n'est pas du tout là-dedans. Donc comme je le précise ici, on est sur un ranking avec pas beaucoup de véritable adoption, hormis quelques DEX et un peu de liquid staking. On a une TVL qui est globale sur Solana de 6,692 milliards de dollars, c'est 6,77 fois moins qu'Ethereum, ça reste quand même significatif, et le volume des DEX est en chute libre, avec une baisse d'intérêt, notamment avec la baisse d'intérêt autour des tokens spéculatifs. Donc ça, c'est encore un point qui montre que n'y a pas réellement d'adoption. C'est-à-dire que oui, on a un token Solana qui monte, mais derrière, qu'on regarde en termes de core dev, en termes de protocole et en termes de TVL présente sur ces protocoles, la TVL d'ailleurs qui ne croît pas à une vitesse fulgurante, ça reste extrêmement calme, voire limite stable, et bien on voit effectivement que la création de richesse n'est pas du tout présente sur ce réseau. Un autre point qu'on peut citer également, c'est qu'on a une baisse des revenus au niveau hebdomadaire, donc une baisse des revenus toutes les semaines de 90% sur le réseau Solana. On est passé de 38,5 millions de dollars à 4 millions de dollars en janvier. Donc c'est quand même une baisse drastique, et ça aussi ça montre qu'il n'y a pas réellement de croissance ou de création de richesse au niveau de ce réseau, puisque dès qu'on a une dévalorisation des cours, dès qu'on a une baisse de l'écosystème crypto dans sa globalité, eh bien le protocole s'effondre, les revenus du protocole s'effondrent, et donc du réseau, et ça nous génère comme ça des baisses de revenus de 90%, c'est juste stratosphérique, et ça montre qu'hormis la hype des meme coins qui est en train de retomber comme un soufflet actuellement, il se passe absolument rien sur ce réseau. Et donc on est bien sur une crise de valeur. On valorise un réseau sur la base de rien et d'aucune data fondamentale, d'aucune valeur réelle fondamentale. Et donc je conclus ça en disant que le ratio capitalisation-adoption réelle est souvent totalement déséquilibré. Donc c'est un ratio qui est assez important, c'est de regarder certes la capitalisation d'un projet, mais beaucoup de personnes s'arrêtent là en se disant ok, il y a peut-être 10 milliards, 100 milliards, 200 milliards sur ce protocole, sur ce projet, donc c'est forcément un projet qui est bien, mais il faut toujours le regarder par rapport à l'adoption réelle. Si on a une forte capitalisation et aucune adoption réelle, eh bien ça veut dire que le projet en réalité ne vaut rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui retire la spéculation et qu'on lui retire la survalorisation liée potentiellement à la hype, au marketing, etc., eh bien en réalité, il ne reste plus rien au projet pour être correctement valorisé. Donc s'il retrouve un jour sa véritable valorisation, évidemment, ça pique un peu et ça risque de faire mal à votre portefeuille si vous le détenez sur le long terme. Donc ça, le ratio capitalisation-adoption réelle, je vais le mettre en gras, c'est important de l'avoir en tête. C'est une notion qui est trop souvent décriée, qu'on ne prend pas suffisamment en compte et qui pour le coup est hyper importante. Alors mon idée c'est pas seulement de tirer sur Solana, le but c'est d'analyser les plus gros projets qui font partie de cette crise de valeur, que je qualifie comme une crise de valeur. On pourrait en citer plein, en réalité il y a des dizaines et des dizaines de projets hautement survalorisés qui rentrent tout à fait dans ce cadre de crise de valeur. Là on va parler des plus gros, je pourrais en citer d'autres à la fin de la vidéo, mais le but c'est pas non plus de tirer sur tout le monde, c'est simplement de pointer du doigt les incohérences des plus gros, et évidemment ça se découle sur plein d'autres projets derrière. Donc on va parler aussi de Cardano. Cardano, si on prend l'exemple, on est sur une TVL de 335,04 millions de dollars. Et si on compare avec Hyperliquid, qui est un protocole assez récent dans le temps, on est à 449,67 millions de dollars. Donc Cardano, qui existe depuis 2017,
a une TVL actuellement plus faible que Hyperliquid, qui date de quelques mois, parce que je crois qu'Hyperliquid, c'est fin d'année 2024 pour la création du projet. Donc au final, Cardano, on est sur 20 milliards de dollars de market cap, et en réalité, il y a très peu d'usages concrets, puisqu'on a une TVL qui est plus faible qu'Hyperliquid, et si on regarde, pareil que pour notre ami ici Solana, si on regarde le protocole rankings, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun protocole, aucun projet crypto que vous connaissez dans ce protocole ranking. C'est des no-name, c'est des projets inconnus qui ont des TVL extrêmement faibles. De toute façon, la TVL globale est de 335 millions, donc ça sera forcément très faible. Il ne se passe absolument rien sur ce réseau, il n'y a aucun usage concret. Et pour autant, le projet est top 8, il me semble, du classement CoinMarketCap. Donc ça n'a absolument aucun sens. Et là, on est vraiment dans la démonstration concrète de cette crise de valeur. Je vais prendre encore un exemple avec un autre projet qui s'appelle XRP Ripple, que vous connaissez très bien. Encore une fois, on a un cas similaire. Le nombre de comptes actifs est au plus bas. Donc on le voit ici, number of new account activated. On est en dessous des 10 000, hein, d'accord, ici 10K. On est en dessous et vous voyez qu'on est en train de tendre vers zéro, c'est-à-dire que vraiment le nombre de comptes actifs est extrêmement faible. On a eu des petits pics en décembre 2024, on a eu des petits pics aussi en janvier 2025, mais globalement à chaque fois les pics redescendent très vite et au final on voit que on est sur un niveau extrêmement faible, on revient quasiment sur les niveaux de septembre 2024, octobre 2024, à l'époque où il se passait pas grand chose. Je rajoute également que peu de banques utilisent réellement XRP dans leur infrastructure. L'adoption de RippleNet, on peut dire que ça reste ok, mais souvent c'est sans XRP, donc les banques préfèrent utiliser d'autres solutions. Donc en réalité, quand on achète du XRP, on achète un token qui n'est quasiment pas utilisé, et on le voit au niveau des data ici, on va en voir d'autres après. C'est un token, c'est un réseau. Alors le réseau, oui, RippleNet, d'accord, mais le token XRP est quasiment pas utilisé. Donc on cherche à valoriser un token, on cherche à acheter un token qui va se valoriser, alors qu'en réalité, il n'est pas du tout adopté au sens large du terme. Donc encore une fois, on est sur cette fameuse crise de valeur, puisqu'on a un token qui se valorise sans aucun fondamental derrière, puisque la plupart des banques qui acceptent d'utiliser RippleNet ne veulent pas utiliser le token XRP en parallèle. Si on regarde au niveau du nombre de transactions exécutées, c'est pareil, on est en chute libre, on était aux alentours des 2 millions, on repasse quasiment à 1 million actuellement, et on est en passe de retomber sur des niveaux qu'on n'avait même pas visités en 2024 sur cette historique. On va repasser sur des niveaux qu'on avait vus en 2022, voire même en 2018, entre 2018 et 2020, donc voilà, c'est quand même assez grave, c'est-à-dire que certes, ça fait à peu près un an, enfin ça fait quelques mois maintenant que le procès entre la SEC et XRP est terminé, et pour autant on n'a pas de développement particulier de l'écosystème, pas de développement particulier, en tout cas qu'on peut voir au niveau des data on-chain, avec des hausses significatives au niveau du nombre de transactions exécutées, au niveau du nombre de comptes actifs. Il ne se passe rien sur la chain, il ne se passe rien sur le réseau, et pour autant le token se valorise. Donc on est bien sur une crise de valeur où on a un token qui se valorise aux dépens de la réelle adoption du réseau, parce qu'en fait il n'y en a pas. Donc je le précise ici, le nombre d'utilisateurs actifs et l'activité sur la blockchain sont très faibles comparés à d'autres réseaux. Donc les autres réseaux, ça va être par exemple Ethereum, où effectivement on a une adoption qui est beaucoup plus importante et on a une activité sur la blockchain qui est beaucoup plus importante. Et on parle également, pour finir, du nombre de comptes actifs. Et là c'est pareil, on est sur une chute libre. Donc on avait eu à peu près 100K ici en termes de pic, hein. C'était en décembre 2024, on était monté également aux alentours des 50K en janvier 2025, hein. On n'est pas en train de parler non plus de chiffres astronomiques, hein. Ça reste que 100 et 50K, c'est pas non plus dingue, mais au moins on avait eu des pics un peu intéressants, et là vous voyez qu'on est en chute libre depuis décembre 2024, on ne fait que baisser au niveau du nombre de comptes actifs, et on est en train de retomber sur des niveaux comme pour les datas précédentes qui font écho à octobre, septembre, août 2024, donc ça devient quand même assez critique. Si on compare un petit peu avec Ethereum, on a des milliers de dApps, donc des applications décentralisées, on a une TVL de 40 milliards de dollars, notamment grâce à l'écosystème DeFi. Au niveau d'XRP Ledger, on a peu d'applications décentralisées majeures,
très peu de smart contracts en usage réel, on le voit, hein, parce que si on avait vraiment beaucoup d'applications décentralisées, on aurait beaucoup plus d'activités sur le réseau. Si on avait vraiment des smart contracts avec un usage réel, on aurait aussi beaucoup plus d'activités au niveau du réseau. Or, on le voit au niveau des data on-chain, et ça ne peut pas mentir, parce que c'est des data qui viennent de XRP Scan, donc il n'y a rien de plus officiel. On voit vraiment que l'activité du réseau est extrêmement faible. D'autres points que je peux citer également, c'est que Ripple garde une énorme quantité de tokens XRP et la société les libère progressivement via des ventes programmées. Donc malgré ça, on a aussi une pression à la vente au niveau du token, donc ça n'aide pas à la valorisation et ça n'aide pas aussi à éviter cette crise de valeur, parce qu'on a également une supply, une offre qui augmente. Très peu d'évolution en termes d'innovation technologique, ça on l'a cité, mais c'est normal, le réseau n'évolue pas, on n'a pas de croissance au niveau du réseau. C'est tout simplement parce que en termes de technologie, ça reste extrêmement faible, il n'y a pas d'évolution notable, et c'est aussi pour ça que les banques ne vont pas se casser la tête à avoir un intermédiaire supplémentaire. C'est évidemment pas leur but, déjà que les banques ont beaucoup d'administratifs, de protocoles, etc., de sécurité à mettre en place. Elles vont pas s'ajouter un intermédiaire supplémentaire, en plus avec un token, XRP, etc. Bref, c'est beaucoup trop compliqué, et ça en termes d'innovation technologique, l'innovation technologique que peut apporter XRP Ledger n'est pas suffisante pour pouvoir convaincre les banques de l'adopter à grande échelle. Et surtout de faire les efforts, d'avoir ce début d'effort un peu contraignant pour mettre en place cette solution. Ensuite, la solution XRP reste largement focalisée sur les paiements, et c'est un cas d'usage qui n'a pas explosé comme prévu jusqu'à maintenant. Donc ça revient un peu avec ce qu'on disait précédemment. Ça aussi c'est un point important, c'est que XRP, et je vais mettre avec la petite astérix, attire principalement des investisseurs historiques et des traders spéculatifs. Ça c'est important de le dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi sur XRP en 2016, 2017, 2018, qui ont gardé leur token pendant quasiment 10 ans, et qui aujourd'hui en parlent, aujourd'hui font parler du token parce qu'ils sont restés exposés pendant 10 ans à avoir une sous-performance de leur actif. Et c'est ces mêmes investisseurs qui vont en racheter, qui vont continuer d'acheter, qui sont tout simplement des investisseurs historiques, mais on n'a pas forcément beaucoup de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché pour acheter du XRP. Hormis quelques débutants et quelques traders institutionnels qui veulent un petit peu spéculer sur la valeur du token et sur l'actif en question. Et d'ailleurs on le voit au niveau de la structure technique d'XRP, j'en avais déjà parlé sur Instagram. Si vous souhaitez me suivre sur Instagram, regardez dans la description de la vidéo, il y a le lien de mon Instagram et même de mon TikTok, donc vous pouvez cliquer dessus et me rejoindre sur ces deux réseaux sociaux. Et j'avais évoqué sur Instagram justement qu'au niveau de la structure technique de XRP, on est dans une structure technique sans correction saine et sans création d'une structure, vraiment une structure saine d'impulsion et de correction. Et donc ce genre de structure amène toujours vers des sortes de pump and dump, c'est-à-dire qu'on monte très vite de manière parabolique et on va redescendre très vite aussi dès qu'il y aura une crise de valeur, ou en tout cas dès qu'il y aura un mini crash sur le marché crypto. Et puis dernier point, on l'a déjà évoqué un petit peu plus haut, mais il y a peu de nouveaux projets qui vont choisir XRP comme base pour construire des applications. Les projets vont plutôt choisir Ethereum, dans certains cas ils vont utiliser Cosmos pour avoir le Cosmos SDK. D'autres blockchains peuvent être utilisés, on a parlé de Solana, ça peut être Avalanche aussi, même si Solana, attention, il y a très peu d'applications réelles, mais il y en a déjà un peu plus quand même que Cardano, comme on a pu citer, ou même XRP. Mais voilà, il faut prendre en compte que XRP, il y a très peu de nouveaux projets qui l'utilisent comme une base pour construire des applications dessus. Troisième point qu'on va évoquer, c'est le wash trading, ou les abus des exchanges, si on veut faire un petit peu plus franco-français. Donc ici, vous voyez, c'est l'estimation mensuelle du volume de wash trading. Donc on est sur des volumes aux alentours des 100 millions, quasiment des 150 millions. Si on additionne tout ça, il me semble que sur l'année 2024, c'est aux alentours des 700 millions en termes de wash trading, donc c'est quand même assez énorme. Pour ceux qui ont envie de le faire, mettez sur pause la vidéo et faites une addition de tous les mois de 2024, je crois qu'on tombe à peu près sur 700 millions. Et donc ici, c'est une étude de Forbes en 2023, que je vous ai mis ici avec le lien. Il suffira de le cliquer, j'essaierai de le mettre dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Cette étude de Forbes montre que 51% des volumes de trading sur les exchanges sont du wash trading. Donc c'est une estimation. Qu'est-ce que le wash trading d'ailleurs? C'est des transactions artificielles que vont faire les exchanges pour gonfler l'activité. C'est un truc qui a beaucoup été reproché à Solana notamment lors du dernier cycle, où ils utilisaient tout simplement les transactions en interne pour les faire compter
dans le temps de transaction par seconde et montrer qu'ils avaient un TPS plus rapide que les autres. Donc c'est une stratégie qui est assez connue, et le truc c'est que si les exchanges l'utilisent en masse, ça donne des faux volumes de trading, ça donne des paires de trading, des actifs crypto qu'on va considérer comme ayant un volume vachement important, alors qu'en réalité ce volume est survalorisé, pas du tout concret et réel, et c'est évidemment un problème, puisque ça donne une activité, un volume au marché crypto qui n'est pas réel. Donc ça crée des phénomènes de surestimation d'un projet, d'un réseau, d'un exchange, et forcément c'est problématique. Donc je le précise ici, ça signifie que la liquidité est en partie fictive, et qu'un crash de confiance pourrait entraîner un effondrement soudain. Évidemment, hein, si vous avez 51% des volumes qui sont fake, le jour où effectivement on a une perte de confiance dans l'écosystème, et ça revient du coup avec ce que je disais avec cette crise de valeur, le jour où on se rend compte effectivement que la majorité des projets aujourd'hui qu'on a en portefeuille qui sont valorisés ne sont pas à leur juste valeur, ne sont pas valorisés à leur juste valeur, et bien à ce moment-là, les gens vont perdre confiance, vont vouloir vendre, récupérer des USDT, des stablecoins, voire de l'euro ou du dollar, et à ce moment-là, vu que les volumes sont fake, on va se rendre compte de du véritable volume de ces projets-là, et ça risque de créer une sorte de réaction en chaîne où la confiance perdue crée davantage de confiance perdue, et on peut très très vite dégringoler sur pas mal de projets. Donc ça c'était le troisième point. Pour récapituler, on a le wash trading et les abus des exchanges, on a dans un second temps la crise de valeur, qui regroupe l'ensemble de ce que je voulais dire aujourd'hui, et ensuite la hausse des projets spéculatifs, donc avec les mêmes coins. Voilà, donc une adoption qui est faible sur la majorité des projets qui sont valorisés alors que leur solution n'est pas vraiment utile pour l'écosystème ou pour le monde, pour la société aujourd'hui. Beaucoup de wash trading de la part des exchanges, et en même temps une survalorisation de projets qui ne servent à rien comme les mêmes coins. Et là on a un cocktail avec ces trois données qui est vraiment explosif pour créer un écosystème qui est hautement spéculatif, dans une bulle pour certains tokens, et qui a du mal à trouver de la stabilité et de la création de richesse pour pouvoir croître sainement sur le long terme. Et j'ai pas parlé d'autres points que je pourrais citer, comme par exemple le fait qu'on a une dilution du nombre de projets aujourd'hui dans l'écosystème crypto, c'est-à-dire que avec l'apparition des meme coins et puis de plus en plus de projets crypto, là où on avait un nombre limité de projets lors du dernier cycle en 2020-2021, aujourd'hui on en a beaucoup plus, et donc plus on a de projets, plus la demande qui est finie, d'accord, c'est pas une demande infinie, la demande qui est finie aujourd'hui pour l'écosystème crypto se dilue dans un plus grand nombre de projets, et ça fait que tout simplement on a moins de performance sur les projets au global. Ça je le cite pas forcément dans la vidéo parce que c'est un point qui a été hautement soulevé par pas mal de personnes sur les réseaux sociaux dernièrement, que ce soit Asher ou d'autres youtubeurs, instagrammeurs, donc je vais pas forcément relayer cette information que vous avez déjà dû entendre ailleurs, donc je pense que c'est pas forcément nécessaire. Maintenant on va répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Une fois qu'on a ce constat et qu'on voit concrètement que effectivement on a des problèmes, des problématiques qui ne sont pas prêtes d'être résolues pour l'instant, le plus important c'est d'en avoir conscience et de prendre des décisions en lien avec ça. Donc premier point, il faut se baser et se retourner vers des actifs avec des fondamentaux. Donc principalement dans la narrative Layer 1 et DeFi autour de l'écosystème Ethereum, puisque là on sait qu'il y a de la croissance, on sait qu'il y a une TVL qui est quand même assez importante, et on sait que c'est un écosystème qui crée de la richesse depuis plusieurs années maintenant, depuis le bull run de 2017-2018, ensuite on a eu 2020-2021, donc ça fait un petit moment que cet écosystème arrive à capter de la valeur, et notamment sur les protocoles que j'ai cités un peu plus bas dans les exemples, donc Uniswap, AAVE, CRV, puisqu'on a beaucoup d'utilisateurs qui viennent bloquer leur argent, leur crypto-monnaie sur AAVE, sur CRV pour générer du rendement. Donc même si c'est pas la Bérésina, même si c'est pas incroyable en termes de TVL ou même en termes de croissance au niveau de l'écosystème, on est quand même sur des protocoles qui tournent bien, des protocoles qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, sur lesquels les investisseurs vont pour générer du rendement, donc qui créent aussi de l'activité. Et donc ça évidemment ça se valorise, et c'est pour cette raison-là que j'ai mis ces trois projets-là dans les exemples. Par exemple pour Uniswap, qui est le DEX principal d'Ethereum, on a aussi le développement là récemment de Unichain qui est le Layer 2
de Uniswap. Ça aussi, c'est une très bonne implémentation pour l'écosystème et ça peut ne faire que lui donner davantage de valeur sur le long terme. Ensuite, deuxième point, c'est Chainlink, puisque Chainlink est le numéro 1 des oracles décentralisés. On a 90% des protocoles DeFi qui utilisent Chainlink. Les applications décentralisées payent en Link pour utiliser les services de Chainlink. Donc on a une véritable utilisation du Link. Les opérateurs de nodes sont rémunérés en Link. Donc ça, pareil, ça active l'utilité du token. Et aussi, plus on a d'adoption au niveau de la DeFi, plus on aura de demandes pour du Link, donc une potentielle valorisation sur le long terme. Ça, c'est vraiment un point à citer puisque la DeFi est censée se développer davantage dans les années à venir, et donc plus la DeFi se développe, plus on aura de demandes au niveau du Link, et plus la valorisation du token sera importante à terme. Donc ça pareil, pour moi c'est un projet qui a des fondamentaux, qui est backé par quelque chose de concret, et donc ça a beaucoup plus de sens pour moi de se retourner vers ce genre de projet, si vous en accumuliez déjà, de continuer d'en accumuler, ou alors de vous concentrer et de vous renseigner dessus, si ce n'est pas le cas. Et ensuite, en dernier exemple, je pourrais citer 1 milliard de projets si je le veux, mais je suis obligé de me concentrer sur certains d'entre eux. On va parler de Atom, donc c'est un des seuls écosystèmes véritablement interopérables, donc avec l'écosystème Cosmos. On parle également du Cosmos SDK, donc qui est un standard pour créer des blockchains performantes, qui est utilisé par pas mal de projets aujourd'hui. Le seul petit point noir, c'est que pour l'instant, le token Atom n'a pas vraiment d'utilité concrète dans l'écosystème Cosmos, sauf que c'est en train de se développer pour être différent dans les années à venir, puisqu'on a la nouvelle vision avec l'Atom 2.0, qui devrait du coup introduire un mécanisme de rentabilité pour Atom, et avec l'expansion de l'écosystème IBC, on aura justement une augmentation de la demande pour Atom. Donc ça, c'est un point que je rajoute, mais qui reste à nuancer, puisqu'effectivement, on a une activité, on a une demande au niveau du token Atom, et une utilité du token Atom qui est beaucoup moins importante que pour les projets qu'on a cités précédemment. Évidemment, on pourrait encore mettre plein d'exemples dans cette partie sur les actifs avec des fondamentaux, mais l'idée, voilà, c'est d'en citer quelques-uns et de montrer ce vers quoi on doit aller, c'est-à-dire se recentrer sur des actifs avec des vrais fondamentaux, et c'est ça qui va permettre de garder de la valeur, de capter de la valeur, et de nous garantir d'avoir un portefeuille qui est concret, qui est sain, et qui est cohérent sur le long terme, cohérent par rapport à l'évolution et au développement de l'écosystème crypto. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis obligé de préciser que tous les projets que je présente dans cette vidéo, même surtout sur la fin avec les actifs, avec des fondamentaux, ce sont que des projets que moi j'ai en portefeuille, que moi j'accumule, qui m'intéressent en tout cas, mais ce ne sont pas des projets que je recommande pour du conseil en investissement. Je ne fais pas de conseil en investissement sur cette chaîne. Donc je vous pousse évidemment à ne pas prendre ce que je dis comme une parole d'évangile, tout comme ça devrait être le cas avec la majorité des contenus que vous consommez sur internet, mais simplement d'aller vous renseigner vous-même sur ces projets-là. Et si ça fait écho avec ce que je vous dis, dans ce cas-là, pourquoi pas investir dessus. Si ça ne fait pas écho avec ce que je vous dis, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement laisser ces projets de côté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Pareil pour le canal Telegram. Si vous souhaitez rejoindre mes programmes, que ce soit Profit Illimité ou CryptoPump, vous avez également les liens dans la description. Dans mes programmes, on fait ce qu'on vient de faire là, mais de manière plus poussée, avec davantage de data et avec une actualisation régulière de nos analyses. Je pense que mes deux programmes au cumulé, ça doit être plus de 10 heures de contenu, donc c'est vraiment assez long. Mais par contre, ça va vraiment vous faire passer un step dans votre compréhension de l'écosystème crypto. Et pareil, si vous aimez pas trop le format programme, vous pouvez tout simplement prendre un coaching, donc réserver un coaching avec moi, ça se fait dans la description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous réservez votre coaching, et on est parti pour travailler votre compréhension de l'écosystème crypto, vous donner des pistes pour l'analyse de projets. On peut parler également de portefeuille, de trading, d'investissement, bref, tout ce qui compose l'investissement et l'écosystème crypto. Allez, sur ce, je crois que j'ai tout dit, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.